c'est Clarisse. Je voudrais savoir si vous avez été transféré dans des camps de transit, là, et comment était la vie là-bas? Moi, j'ai jamais été transférée ailleurs. J'étais aînée, je n'avais pas le droit de quitter le camp. Alors, il n'y a qu'à la fin, tout à fait à la fin, le camp était surpeuplé et le commandant a essayé de faire disparaître avec des groupes de femmes par des commandants extérieurs. Alors, il y a eu des commandos de femmes avec des enfants envoyés sur Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, il n'y avait pas de chambre à gaz, mais il y avait le typhus des commandos sur bord. Et puis à Ravensbrück, nous sommes venus à un centre d'extermination, puisqu'à partir de janvier fonctionne une chambre à gaz. Et on attrape les femmes les plus âgées, etc. C'est là, vous savez, la maman de Germaine Tillon a été attrapée et passée à la chambre à gaz. Vous connaissez l'histoire. C'est affreux. Et puis alors, les NL, ils voudraient bien s'en débarrasser. Il organise un train qui est composé 1900 femmes, les NL et les femmes tziganes avec enfants. Et dans le camp, on dit, oh, ça c'est un très mauvais convoi. Parce que vous savez, les tziganes, c'est la race infernale. On prend un train, on a une boule de pain pour 3 jours. En vérité, il y a des bombardements, c'est la fin de la guerre. Nous sommes entre le 2 et le 6 mars 1945. Et on roule vers le sud, jusqu'à une ville qui s'appelle Mauthausen, en Autriche. On arrive à ce village, et là, il faut prendre la route à pied, il y a 5 km à monter, et celles qui ne peuvent plus avancer, ben, elles reçoivent une batte dans la tête. Et on arrive à Mauthausen, qui est en fait un camp d'hommes, il y a très peu de femmes. Quand on est sorti de la douche, il a mis nos vêtements dans les sacs, et quand on sort de la douche, on a une chemise d'homme, et il neige encore, vous voyez, pour rejoindre une baraque de quarantaine. Voilà, et on est resté là, et on nous a fait travailler sur des voies de chemin de fer à Amstetten, une grande gare de triage bombardée par les superforteresses américaines, qui bombardaient d'en haut. Ils faisaient ça très haut, les Américains. Les Anglais en général étaient plus précis. Et c'est de là qu'on a été libérés le 22 après. Est-ce que vous pouvez nous raconter la fin du camp, quand le camp a été... Les derniers jours de Ravensbrück. Voilà. Alors, moi j'étais à Mauthausen à la fin. C'était plus au camp. Mais alors, les derniers jours de camp, je vais vous parler de la fin de l'automne. 44, début 45. Je vous disais, le camp est surpeuplé. Et c'est là, parce qu'il y avait eu, à plusieurs parties de la période du camp, des convois organisés avec les plus âgés des malades qui allaient mourir ailleurs. Mais à partir de cette date-là, ils ont carrément installé un coin du camp qu'on appelait Uckermark. Ça vous dira rien, mais enfin bon. Il y avait eu autrefois dans ce coin-là un camp de jeunes délinquantes qui n'y étaient plus, et ils ont utilisé cette partie du camp pour mettre les femmes en plus mauvais état, plus âgées, plus malades. Et là, ils leur retiraient la couverture. Elles étaient en appel toute la journée, la soupe réduite, qui était un camp mouroir. Et comme ça n'allait pas assez bien, et à partir de janvier, il y a la chambre à gaz. Voilà les périodes finales. Donc, ils attrapent, et alors, ils faisaient défiler les femmes, et quand ils en voyaient qui marchaient avec les autres, qui avaient les cheveux blancs, qui avaient l'air boité, hop, ils l'attrapaient. C'est comme ça que la maman de Germaine Tillon a été attrapée et a été emmenée à la chambre à gaz. Ils attrapaient, pour se débarrasser les plus faibles, celles qui ne pouvaient plus travailler. C'était l'angoisse. Moi, j'avais l'angoisse pour ma mère, parce que ma mère était partie, la femme du cinquantaine plutôt forte, hein, plutôt ronde. Elle avait maigri, et elle avait des ulcères dans les jambes, elle avait les cheveux blancs, elle aurait pu être attrapée dans les élections comme ça. Et puis là-dessus, on part à Mauthausen. Bon. Et à Mauthausen, il y a eu de nouveau une sélection. Ce qui d'ailleurs montre des gens, parce que pourquoi renvoyer à Mauthausen et les faire travailler là, ils en ont laissé passer qui auraient dû être sélectionnés avant ce train sans daille. Bon. Et ils les renvoient sur Bergen-Belsen. Alors, moi, j'ai eu très peur, ma mère ne passera pas la sélection. Et alors, on lui avait appris de dire
en allemand, on lui a mis un fichu sur la tête, de passer très raide, très dynamique, en disant je travaille. En allemand, je travaille, je suis sage-femme. C'est vrai, elle était sage-femme. Elle passe comme ça, je travaille, je suis sage-femme. Le fait de dire je travaille, c'était positif. La sage-femme, allez, on la laisse passer. Elle aurait pu être attrapée. S'il avait soulevé sa robe, s'il y avait eu les Jussins qu'il y avait dans les jambes, elle était bonne pour être attrapée. Elle n'est pas sûre de travailler. Alors qu'à la même époque, à Ravensbrück, quelques jours avant, 2 jours avant, la maman de Jean Valtillon était attrapée. C'était d'abord la loterie, un peu comme ça. Et d'ailleurs, quand on est rentré en France, après, quand on est arrivé, on rejoint pour nous accueillir, et ma grand-mère nous a appris la mort de mon père, qui était mort à Buchenwald entre-temps, on ne savait pas. On l'a appris au retour. Mon père était mort à Buchenwald. Au retour, on téléphone. Quand on est passé par la Suisse, bon, on arrive à Annemasse, il nous faut remplir des papiers. On n'avait plus aucun papier ni rien, je ne savais pas qui on était. Ça n'en finissait plus. Et les petits militaires travaillaient. À telle mairie, aviez-vous chez vous une femme qui s'appelle de tel nom? On n'avait plus aucun papier. C'était très long pour nous retrouver. Bon, alors là, ma mère a téléphoné à sa mère et puis après la mort de mon père. Ouais. Et puis bon, on voyage, après on arrive à Saint-Brieuc et ma grand-mère a écrit une amie, ah, ma pauvre fille, je l'appelle Suzanne, ma pauvre Suzanne, elle a l'air d'avoir 20 ans de plus, elle a l'air d'avoir 70 ans. Parce qu'une femme de la cinquantaine qui est partie France, quand elle maigrit beaucoup, elle vieillit. Elle avait l'air d'avoir beaucoup. Elle s'est un peu refaite après, elle a regrossi un peu. Elle était en un triste état. Alors j'avais une sœur aînée qui était infirmière anesthésiste en Bretagne, elle vient nous accueillir. Et puis avec des copines, elle m'invite pour prendre un goûter, des petits gâteaux très gentiment. Et puis on commence à bavarder. Et je commence à leur parler un peu du camp. Oh là, c'est pas possible. Et alors, après, elles ont dit à ma soeur, ta soeur, avec le regard qu'elle a et ce qu'elle raconte, dans 10 jours, elle va être morte. On ramenait la mort avec nous. C'est ça qui est terrible. Alors, on est... Bon, là-dessus, on est rentré, on a pris une voiture qui nous a emmenés, et on a pris le bateau pour traverser, pour retourner dans notre maison qui était l'île de Bréa. Vous voyez ? Et en arrivant sur l'île, il y avait le maire avec une belle écharpe tricolore, les enfants accueillis très très bien, des fleurs, c'était très sympa. Et puis il nous avait préparé un petit repas, chacun s'était cotisé, etc. Et puis bon, la vie tente de reprendre. Et puis on se réinstalle. Et puis je parle un peu au voisin. Et les gens disaient, oh, c'est déporté. Certainement, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, mais ils doivent exagérer. C'est pas possible, ils doivent exagérer. Et il a fallu qu'il y ait des films qui montrent à l'image des libérations des camps pour qu'on commence à le croire. Alors, sentant que ça passait pas très bien, eh ben, j'ai tout écrit. Et c'est un manuscrit qui était resté dormir très longtemps. Je voulais pas que ça soit oublié. Et petit à petit, les gens ont vu les films et tout ça. C'est horreur, mais c'est ce qu'il dit, c'est peut être vrai. Quand vous étiez libre, vous vous sentez comment? Racontez la libération quand vous êtes rentré en France. Quelles étaient vos sensations? Ben, je vous dis, on est libéré de Mauthausen. Ça a été une lutte jusqu'à la fin parce que, par exemple, nous avions des blessés qui avaient été mis à l'intérieur du camp, sous les bombardements. Bon. Et les convois de Croix-Rouge ne pouvaient pas les SS ne laissaient pas rentrer dans le camp. Il y avait encore la présence des SS, on était libérés. Et pendant plusieurs heures, on s'est battu pour obtenir qu'un camion de Croix-Rouge rentre pour les blessés qui ne pouvaient pas marcher. On s'était dit, il y avait encore une chambre à gaz à Mauthausen à la fin, quand on était rentré. Et on s'est dit, ils auraient pu liquider les gens du convoi, qui étaient des gens d'un grand courage. Moi, je les salue, ceux qui sont venus chercher là. Finalement, ils ont ouvert la porte et laissé mettre les blessés dedans. Mais jusqu'à la fin, on les envoie, et puis on prend la route, ils font passer en premier les blessés, qu'ils ont ramenés en Suisse, ils ont été à l'hôpital. Bon, et puis les autres ont pris la suite, et moi j'étais dans le dernier convoi. Vous voyez? Alors il y a eu 3 vagues de convois qui arrivent vers la Suisse. Les 2 premiers passent bien, les malades à l'hôpital. Et puis le 3e convoi dans lequel j'étais est arrivé à la nuit.
Et on était accompagnés encore par les SS, hein, la Croix-Rouge et les SS. Et les SS, pendant toute la nuit, ils ne voulaient plus nous laisser passer. Et le responsable SS qui dirigeait ce convoi passait au téléphone avec Himmler. Himmler qui est le responsable des camps, qui ne voulait plus nous laisser passer. Et alors on discutait entre nous, et on voyait la frontière suisse devant nous, là. On dit, s'ils veulent nous faire retourner, on va galoper, il y en a qui seraient descendus, etc., mais au moins on passera. Et puis au petit matin, finalement, ils nous ont laissé passer. Mais alors, ce qui était dramatique, c'est que ma mère était passée dans le premier convoi, et elle se disait, je vais perdre ma fille le dernier jour. Et puis finalement, quand on est passé le dernier convoi, les Suisses pleuraient, nous on pleurait, c'était une grande émotion. Et puis là, ils nous ont désinfectés, etc. Et puis revenir vers la France, où il a fallu, ce que je dis, faire les papiers. On ignorait qui on était, etc. Et puis on a repris le train jusqu'au l'hôtel Justétia qui nous accueillait. Et puis c'est après que j'ai été à Saint-Brieuc avec ma mère, retrouvé ma grand-mère, mes soeurs, et puis que je suis retournée jusqu'à l'île de Bréa, accueillie par la population et par des gens. Il y avait d'ailleurs dans ces collabos, il y a une femme qui a dit, qui était pro-Pétain. Bon. Et alors elle a dit à des voisins, moi je ne recevrai pas de ma famille cette fille de Ravensbrück, parce que quand elle était au camp, quelle promiscuité elle a eue? Elle était peut-être avec des voleuses, des criminels, des prostituées. Je ne la recevrai pas de ma famille. Et on marquait des gens comme ça, moi je m'en fichais. C'est une petite minorité qu'on mettait de côté. Enfin, c'était pas simple. Et à côté, ma famille, ma grand-mère, mes soeurs, c'était des gens très gentils. Mais c'était compliqué parce que j'avais une sœur qui était mariée, son beau-père était mort à Neuchâtel-Soudan. Il y avait des morts autour de nous aussi, vous voyez. Une question, Lina? Comment vous avez réussi à garder contact avec les rescapés? Est-ce que Comment vous avez réussi à garder contact avec les rescapés? Comment vous avez gardé contact avec les rescapés? Et qu'est-ce que vous avez fait Eh ensemble? bien, écoutez, au retour, on a créé des amicales de camp. Au camp, on avait soutenu celles qui flanchaient, etc. Après la guerre, on se retrouve. Il y en a qui ont besoin d'être aidés. Des femmes qui rentrent, par exemple, le mari a été fusillé, la maison pillée, il fallait faire une entraide. Il y en avait qui avaient besoin de changer de métier parce qu'elle était plus costaud pour le métier précédent. On a créé une amicale de camp, on se retrouvait entre nous. On a commencé par l'entraide, et puis après, quand on a été un peu réinstallé, tout ça, on a voulu créer des expositions. On a réuni les photos qu'on pouvait trouver, etc., pour commencer à en parler après coup, quand le temps passe un peu, vous voyez. Et puis, petit à petit, l'amicale de Ravensbrück a publié différentes choses. Et alors, dans les années 60, on a décidé de faire tout ensemble un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « Les Français de Ravensbrück ». Et on a recueilli les témoignages, on a travaillé plusieurs mois. Et je disais de Geneviève de Gaulle, gaulliste, à Marie-Claude Vaillant, côté communiste, on a travaillé tous ensemble et on a sorti ce livre qui a été publié chez Gallimard en 1965. On a continué, on a commencé nos actions comme ça. Et tous les 10 ans, on a fait une œuvre. Par exemple, une des dernières œuvres qui a été créée, à Ravensbrück, on a créé une très belle stèle. Si un jour vous visitez le camp, une très belle stèle comme ça en pierre noire, avec le soleil, le symbole de Ravensbrück, etc. On a continué les actions de mémoire. Voilà. Entre nous, l'amicale. Mais il n'y a presque plus de ma génération, on est presque toutes disparues. Et c'est souvent nos filles elles-mêmes qui reprennent un peu.